Puis bardassons-les, ces dirigeants-là. Il faut les bardasser, mais il faut apprendre à se battre, à se respecter. Il va falloir s'organiser mieux que ça politiquement. Faut se donner un pouvoir politique. Bienvenue à Bourgeois le Vert, le podcast où on chiale de tout pis de rien. Aujourd'hui, on jase avec Alexandre Cédric Doucette, le plus récent ex-président de la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick. Il nous parle de son expérience à la SANB et certains des enjeux politiques auxquels nos candidats devront faire face une fois élus. N'oubliez pas de participer au vote de la présidence du 24 mai au 5 juin et de l'Assemblée générale annuelle du 15 juin. Alexandre Cédric Doucette, bienvenue à Bourgeois le Vert. Hey, ça va bien? Ça va bien toi? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Oui, on s'est vu quelques mois passés, mais en présentiel. En virtuel, c'est toujours différent. c'est vrai. Avant de commencer, comme là, j'ai fait un épisode avec Kevin Arsenault, Jean-Joël Couturier, que j'avais appelé les anciens de la SANB. Et là, les anciens part 2, un peu moins anciens, parce que c'est toi qui étais le dernier président. Mais pour ceux qui ne te connaissent pas, si tu veux faire une petite introduction, ton entrée en politique, où ça a commencé, où c'était rendu, des choses comme ça. Oui, ben écoute, depuis septembre dernier, je fais officiellement partie du club des ex-présidents de la SNB pour donner un court survol que je vais tenter de garder court. Là. Je suis né à Chupagan, j'ai grandi à Beresford, puis je suis à Moncton, dans les environs de Moncton depuis 2011-2012, où j'ai justement entrepris des études en sciences politiques, spécialisation en sciences politiques à l'Université de Moncton, qui m'a amené aussi à avoir un baccalauréat en droit. Évidemment, je pratique comme avocat avec mon propre cabinet. Je suis également consultant principal avec la firme Paul O'Brien. On fait beaucoup de relations publiques, relations gouvernementales, etc. Beaucoup de plaisir. Je suis marié avec un enfant, puis un deuxième qui s'en vient. La manière que j'ai commencé mon implication, c'est tout simplement avec évidemment, j'ai commencé avec les associations étudiantes de faculté. C'est là qu'on s'est rencontrés, Gabriel, justement. Mais c'est lorsque le plus officiel, c'est quand j'ai évidemment fait mon saut à la fédération étudiante du campus universel Moncton, qui est plus connu sous le nom de la FECUM, où j'ai fait 3 mandats de la vice-présidence interne exécutive à la présidence. Puis, évidemment, j'ai pataugé dans plusieurs organisations en bilan lucratif également. Puis, en 2020, juste avant la pandémie arrive, j'ai décidé de me lancer à la présidence de la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick, de la SNB. Puis, les membres avec grand privilège, m'ont donné le droit de guider l'organisme pendant 2 ans. Puis après ça, j'ai été réélu par acclamation. Puis puisque j'avais des nouveaux défis professionnels qui sont arrivés par surprise, j'ai décidé de quitter avant que mon mandat finisse la SAV. J'ai quitté en septembre 2023. Puis présentement, j'ai décidé aussi de me lancer entre-temps. Quand j'ai annoncé que je quittais la SANB, maintenant, j'ai décidé de me lancer dans un autre défi professionnel qui est arrivé aussi par surprise, qui était de me lancer en politique provinciale. Donc présentement, je suis candidat du Parti libéral du Nouveau-Brunswick dans la circonscription Moncton-Est. Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi la circonscription Moncton-Est, elle se divise principalement en 3 sections, Louisville, Sunnybrae, puis Pine Tree. Sunnybrae, pour les gens qui sont à l'écoute du podcast, ça va probablement une résonance particulière. C'est Sunnybrae, c'est la section où se situe l'Université de Moncton. Donc, où je retourne dans mon vieux patelin où justement tout a commencé au niveau de mon implication communautaire, puis à la Fédération étudiante, c'est là aussi j'ai rencontré ma conjointe. Donc,
évidemment, c'est un lieu spécial pour moi. Donc, ça, c'est rapidement là, mon parcours en quelques minutes. C'est un parcours assez expériencé pareil. Si on prend la SANB, quand tu étais élu, on disait que tu étais le président de la SANB le plus jeune de l'histoire de l'organisation. Donc, juste ça en soi-même est quand même un défi à relever. Je crois au niveau de la crédibilité, juste en partant, souvent, c'est pas tout le monde qui se dit un jeune de même, il va savoir ce qu'il peut faire, mais ton deuxième mandat par acclamation prouve que je pense que le monde était satisfait. Au moins le premier mandat, là, en deuxième, on sait pas, mais le premier a bien été pour sûr. Ouais, j'avais pas encore l'illusion du pouvoir. C'est ça. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à aller vers la SANB? Parce que là, tu as parlé de la FECUM. Avec la FECUM, c'est sûr, il y a beaucoup d'enjeux qui touchent les étudiants, là, l'Université de Moncton, tout ça. Pourquoi la SANB puis pourquoi pas un autre organisme qui existe au travers de la province? Ben, écoute, ils disent toujours qu'en politique, c'est prime abord une question de timing. Chaque présidence de la SANB va apporter un angle à l'organisation. Puis lorsqu'on est arrivé, lorsqu'on était en janvier 2020, puisque j'ai commencé à réfléchir à potentiellement porter ma candidature, ben je savais très bien qu'il y allait avoir. Puis écoute, dans ce temps-là, j'étais encore étudiant en droit, je pense que j'étais en deuxième ou en troisième année. Je savais très bien qu'il y avait des dossiers juridiques, linguistiques, juridiques et politiques qui s'entremêlaient, qui s'en venaient à grands pas. On s'en allait dans des grandes négociations au niveau de la modernisation de la loi sur les langues officielles fédérales, qui allait avoir une incidence sur l'unité nationale du pays. Il y avait aussi la révision de la loi sur les langues officielles provinciales, pour un truc qui s'en venait à grands pas. Donc, je pensais pouvoir apporter une dynamique, évidemment, de jeunesse, mais aussi de vulgarisation juridique, parce que c'était des dossiers extrêmement complexes. Puis avec mon bagage juridique, ma lecture juridique, je pensais peut-être être capable de bien vulgariser les dossiers, tant au niveau avec les entrevues médiatiques, mais aussi avec les décideurs politiques. Maintenant, est-ce que les résultats ont été comme je l'avais envisagé? Évidemment, pas vraiment. En janvier 2020, on était un gouvernement minoritaire progressiste conservateur. Puis la pandémie n'était même pas encore arrivée. Puis, plein milieu tout d'arriver. Le gouvernement progressiste conservateur était supposé de tomber à ce moment-là, avec au budget. Finalement, les Verts, le Parti vert a décidé de voter abstention, qui a fait en sorte qu'ils ont maintenu. Puis après ça, Blaine Higgs a été visiter l'adjudant-gouverneur pour déclencher les élections en plein milieu de la pandémie. Puis c'est comme ça qu'il a eu sa majorité. Fait que ça a changé la game, comme qu'on dit. Puis c'est ça qui est la beauté de la politique, c'est que c'est un jeu d'échecs, puis ça change d'heure en heure. Fait que c'est principalement ça là, qui m'avait allumé dans le temps. Puis évidemment, la question de la langue française, c'est quelque chose que je tiens à cœur depuis fort longtemps. J'ai une mère qui enseigne le français depuis plus d'une vingtaine d'années. Donc, pour moi, ça a toujours été quelque chose que, depuis mon tendre enfance, que on m'a inculqué comme valeur. Donc, c'était tout naturel pour moi de réfléchir à me porter à la présidence. Puis, les membres ont décidé que c'était une bonne idée. Oui, ça fait du sens. Je crois que de ce que je connais de toi, avec juste la langue française, les enjeux politiques, tout ça, je pense qu'on avait vu, toi, à la FECUM, ton enjeu, pas ton enjeu, mais tes qualités, si on veut, en tant que porte-parole d'organisme ou de chien de garde politique qu'on utilise souvent comme terme. Là. Ça fait que je crois que la SNB était quand même une bonne place pour toi. Puis je présume que je n'étais pas le seul, étant donné, comme tu as dit, que les membres ont voté pour t'élire. Vous étiez 417. Très exact. C'est ça, on se demandait, là, justement, avec 3 candidats, ça rajoute de la compétition, ça rajoute
plus de monde, on dirait, à porter les yeux sur les élections. Fait qu'on on est curieux de voir comment ça va finir, le nombre de votes, le nombre de personnes qui est engagé. Je crois qu'on est dans un temps où il y a de plus en plus de monde qui veulent se mêler politiquement. Il y a beaucoup de monde en Bourgois-le-Vert, puis ils se disent, écoute, c'est le temps qu'on ça bouge un peu, je pense. Ça fait que Ouais. la SNB est définitivement une organisation que sa place dans la province ou en Acadie. Ça fait que normalement, c'est une des organisations qui bouge en masse de vent du côté de l'engagement politique. Tout à fait. Ben écoute, parce qu'on est juste présentement dans les élections provinciales des anciens de la SNB, on est quatre qui vont être candidats. Il y a Kevin Arsenault, Simon Ouellet, il y a moi, puis il y a Serge Brideau aussi. Donc, je pense, puis écoute, même avec mon chapeau d'ancien de la FECUM, la FECUM a historiquement aussi produit des gens sur la scène provinciale, là, Brian Galland, Bernard Lourdes, Victor Boudreau, etc. C'est certainement des organisations vraiment importantes pour la communauté francophone acadienne parce que littéralement ça produit des futurs leaders. Puis je me le cache pas, là, écoute, la FECUM est dans ma circonscription présentement. Puis quand j'ai rencontré le nouveau conseil d'administration, j'ai été très clair que si c'était pas de la FECUM, jamais au grand jamais je m'aurais senti outillé à me lancer à la SNB, puis encore moins en politique provinciale. C'est vraiment des organismes qui sont non seulement qui peuvent faire la différence concrètement sur la scène politique provinciale et fédérale, mais ils sont aussi très formateurs. OK, ça fait que là, retournons un peu à la SNB. Tu as été élu premier mandat, tu as parlé un peu vite fait des enjeux qui t'ont affecté. C'est ça, parle-nous un peu de ton expérience à la SNB, les enjeux principaux que tu as pu travailler dessus, peut-être même les enjeux que t'as pas eu le temps de finir parce que t'as vu que une fois que tu as quitté la présidence, qu'est-ce qui étaient les enjeux actifs qui se passaient? Ben écoute, les deux plus gros dossiers que j'ai eu à travailler dessus avec l'équipe, c'était sans aucun doute les deux lois sur les langues officielles. Ça a été un grand on a beaucoup travaillé là-dessus, puis ça n'a pas été nécessairement facile. Parce que c'est non seulement les dossiers juridiques, politiques, mais c'est beaucoup de géopolitique également. Pour la première fois de l'histoire au Nouveau-Brunswick depuis les années 50, on avait un gouvernement majoritaire qui avait pas de circonscription acadienne représentée au sein du caucus ni du cabinet ministériel, qui était quand même particulier à devoir naviguer. Puis on a encore un premier ministre qui est tellement ouvert sur la question francophone. Puis écoute, je peux le dire en connaissance de cause, là, j'ai rencontré M. X individuellement près d'une dizaine de fois. Donc je peux facilement lire quelqu'un là après tant de temps de passer avec lui. Puis au fédéral, c'est la même chose. La dernière fois que la loi sur les langues officielles avait été modernisée, c'était en 1988, dans des circonstances particulières qui étaient le, les, les négociations constitutionnelles du lac Meach, puis Charlottetown après, mais donc dans ce temps-là, on avait quand même un lieutenant politique pour le Québec qui était très fort, le gouvernement de M. Mulroney, qui était Lucien Bouchard. Donc, il y avait des circonstances particulières, puis évidemment, le gouvernement fédéral avait peut-être en tête aussi de freiner un peu le mouvement souverainiste au Québec. Donc ici, c'était pas du tout le même cas. On n'avait pas un gouvernement du Québec qui était souverainiste, autonomiste, certes, mais pas souverainiste. Donc c'était particulier. Puis écoute, je pense on a fait le mieux qu'on pouvait. Puis maintenant, puis là, tu te posais la question, c'était quoi les derniers dossiers là qui me restaient. Puis écoute, à la SNB, puis c'est probablement le même dans toutes les organisations. Là. Tu peux rester là 100 ans, puis il va quand même rester du travail à faire. Ça va pas s'arrêter. Les deux plus gros dossiers, c'était
le mécanisme justement de mise en œuvre de la loi. Parce que c'est bien beau, on peut avoir les meilleures lois au monde en place, mais s'il n'y a pas de volonté politique, il n'y a pas de mécanisme pour les mettre en œuvre, ça sert pas mal à rien. C'est un peu comme le code criminel. Si par exemple tu volais une banque, t'es passible de 25 ans de prison, par exemple, puis c'est écrit dans la loi, mais il n'y a pas de policier, il y a pas de tribunaux, il n'y a rien. Ça sert à rien, là, c'est pas mal du vent. Fait que c'était pas mal ça qu'on était en train de travailler dessus quand j'étais parti. Vraiment au niveau de la mise en œuvre, puis ça va prendre plusieurs années. De mémoire, quand ce que la loi a été modernisée au fédéral en 88, ça a pris au moins 5 ans avant que le gouvernement fédéral se mette en place et soit capable de mettre en œuvre le nouveau régime législatif. Fait que ça va prendre encore du temps, puis ça va prendre beaucoup de patience, évidemment. L'autre composante, c'est l'indépendance financière de l'organisation. Quand ce que j'ai quitté, puis la SNB encore le cas, on est copropriétaire de la maison de l'Acadie à Petit-Rocher, que j'espère dans quelques années, ça va générer des revenus importants pour les 3 organisations, dont la SNB. Puis l'autre, c'est qu'on est en train d'incorporer un think tank qui aurait pu qui aurait pu être incorporé comme un statut pas non-profit, hein, mais un statut de charité qui permet justement de recevoir des dons puis de donner de s'assurer que le donateur ou la donatrice puisse percevoir ça sur ses impôts. Donc, par exemple, si tu donnes 100 $, je pense que tu as 60 ou 70 $ qui te revient. Fait que ça, on est en train de travailler là-dessus pour justement si on pouvait incorporer ça dans le temps. Ben, on pouvait partir sur une campagne de financement qui d'après moi, qui pourrait être lucrative pour l'organisation. Fait que ça, c'est des gros dossiers là, qu'on est en train de piloter puis qui va perdurer pendant 2, 3, 4 ans. Puis évidemment, il y a les élections qui s'en viennent. D'après moi, en toute objectivité, je pense que le gouvernement provincial va changer. Puis le gouvernement fédéral aussi. Puis ça va changer ça va changer beaucoup de la dynamique fédérale, provinciale. Puis ça va venir même avec le gouvernement québécois. Hein. Le gouvernement québécois, si la tendance se maintient, ça va être un gouvernement du PQ qui a toujours été, le chef a toujours été honnête depuis son élection, qui va partir sur un 3e référendum. Fait que ça va encore une fois tester l'unité nationale du pays. La dernière fois, on avait des premiers ministres provinciaux, on avait un premier ministre fédéral qui avait la cape de Capitaine Canada, chose que je vois pas présentement. Donc ça va c'est des choses à voir, hein. Puis évidemment les candidats, les candidates à la présidence de la SNB 2024 en 2026 vont avoir à travailler sur ces dossiers-là. Oui, pour ceux qui ont regardé le débat, je crois que c'est assez clair qu'il y a un grand niveau d'incertitude politique en général, comme tu as dit, aux 2 niveaux, provincial et fédéral. Certains, plus que d'autres, croient qu'il y a un changement politique, mais se préparent au cas où que, tu sais, des fois, je crois que les dernières élections fédérales, là, on s'attendait à une vague bleue, puis finalement, la vague a jamais décollé, là, ça a starté rouge du début, puis il y a des surprises là. Donc, on s'attend tout le temps au pire, j'imagine. Mais il y avait beaucoup, c'est ça, d'incertitudes, beaucoup de différentes stratégies, dépendamment justement du gouvernement qui va rentrer. Et puis, à cause que on a provincial cette année et fédéral l'année prochaine, comme tu as dit, ça va faire la moitié d'un mandat plus que c'est juste tu changeages d'un côté, changeages de l'autre côté. Même si c'est le même parti qui reste, les joueurs vont peut-être changer, différents députés, des choses comme ça, différents ministres. Puis c'est ça, ça va vraiment compliquer la tâche, je pense, de nos candidats de cette année.
Peut-être en 2026, ça sera un petit peu plus stable, mais c'est ça. Ben, écoute, sur le tas, j'aurais pas dit ça, mais avec une certaine rétrospective, je peux le dire. Moi, le fait que les élections provinciales aient été déclenchées 2 mois après que je suis arrivé à la présidence, c'était la meilleure chose, c'était le meilleur baptême euh, possible. Pendant 28 jours, j'ai roulé en moyenne à du 3-4 entrevues par jour. Fait que ça m'a vraiment mis là. Ça a été le meilleur baptême pour la position. Fait que la personne qui va gagner va être un peu dans la même position 3-4 mois après que la personne va le remporter, devoir, euh, va devoir faire du lobbying. Je me rappelle pendant les élections, là, presque chaque soir, les directeurs de campagne m'appelaient jusqu'à 10-11 heures, savoir c'était quoi nos positions pour le lendemain. Tu sais, tous les partis t'appelaient. C'était vraiment bien. Là. Puis ça qui est le fun avec la SNB, c'est pas un travail partisan, c'est un travail de diplomatie où tu bâtis tes ponts avec tous les partis politiques. Puis c'est intéressant. Fait que, c'est un beau défi qui attend justement le ou la gagnante de la course. Absolument, absolument. Je pense que tu as raison d'une façon. Ça va être un vent de renouveau. Nouveau président, nouvelle province, peut-être nouveau pays. Si on divise le Québec, tout. Tu sais, je veux dire, on sait pas ce que ça s'en va, mais euh, on n'aura pas le choix de se bâtir des ponts, retravailler tout le monde ensemble. Euh, Puis une des questions que les autres ou qui a été posée vraiment, c'est le futur de la SNB. Où est-ce qu'on s'en va? Je crois que les trois candidats ont une vision assez distincte, chacun l'un de l'autre, mais quand même forte. Et il n'y a pas personne qui se dit on s'en va direct dans le champ. Les trois ont un chemin clair, mais trois chemins distincts. Euh, mais toi, si jamais qu'on dirait là, OK, Alex, tous les dossiers que tu travaillais dessus sont finis, tu les as faits, boum, on a tout ce que tu voulais, la SNB est indépendante financièrement, la loi des langues officielles, c'est tout fait, let's go. T'es président de la SNB encore une fois. À où est-ce que tu t'en irais? Chez Kevin Arsenault, quand on a fait dans l'entrevue, il parlait beaucoup de retourner voir le monde, plus être sur le terrain, des choses comme ça. Toi, si tu auras affaire à prendre cette position-là, qu'est-ce que tu crois que la SNB devrait s'en Ben, aller? c'est un peu dans la même optique. Puis c'était ça mon plan lorsque je me présentais à la présidence, mais la pandémie, la pandémie est venue littéralement me couper les deux jambes. C'est le rapprochement réel de, de la SNB avec la communauté acadienne. C'est faire, faire du leadership bottom to the top au lieu du top to the bottom. C'est bien beau de travailler sur les grandes idées, les grands dossiers, puis être en mode réaction par rapport au gouvernement. Mais des fois, j'entends souvent ça. Je me rappelle de la dernière élection fédérale, il y avait un analyste politique à RDI qui disait, ben, tu sais, les partis politiques, tout le monde est tout le monde est en manque d'idées. Ben, il disait, tu sais, va dans une garderie de 0 à 5 ans, va parler des enfants, puis tu vas en avoir des idées. Quand tu prends le temps d'aller sur le terrain, c'est là que tu peux te ressourcer. Puis je pense que la SNB aurait besoin de refaire ce truc-là, mais ça va demander, de ma perspective, un changement assez majeur au niveau de la structure de gouvernance. Puis, écoute, la dernière fois qu'il y a eu des remaniements de structure de gouvernance, ça a créé la fameuse crise de 2015. Là. Fait que j'ai bien hâte de voir là, comment ça va aller. Puis au niveau des dossiers concrets aussi, la question démographique. La question démographique est fondamentale. On l'a vu avec le recensement 2021. Euh, on est euh, on est en train de perdre du terrain. On a la langue va probablement perdurer au niveau du temps, mais au niveau du poids politique, on est rendu à du 29-30%, on est à 33%. Fait que, tu sais, la démographie, on peut parler de l'immigration, mais on peut parler aussi du taux de natalité. Écoute, je le vis présentement, on a un enfant qui a présentement 10 mois, puis on a un autre qui s'en vient, puis on est encore en attente d'une garderie.
est-ce que ça donne vraiment le goût aux jeunes adultes d'avoir des enfants quand il y a au minimum un des deux parents qui doit se priver professionnellement pendant un trop grand nombre de temps? Euh, Écoute, c'est une grande question à se poser. Euh, L'autre grand défi, euh, c'est l'intelligence artificielle. Euh, Écoute, la plupart, écoute, je me rappelle, j'avais fait un discours à un moment donné à l'Université de Moncton. Je pense que c'était comme littéralement une semaine avant que je pars. J'avais invité à faire une conférence, puis j'avais sorti des statistiques puisque les jeunes utilisent de plus en plus leur cellulaire, puis ils consomment en anglais. Puis c'est pas nécessairement de leur faute. On a tous déjà été sur Instagram, écouter des Reels, puis écouter TikTok. La plupart des algorithmes nous mettent des vidéos en anglais, tu sais. Ça, c'est tout un défi, s'assurer que la consommation quotidienne de nos jeunes générations soit plus en français. Euh, j'ai pas trouvé la baguette magique à régler ça. Évidemment, on peut mettre des lois en place, mais ça va être tout un défi. Fait que si je peux résumer ça, j'ai déjà parlé de la géopolitique avec le Québec, je vais pas me répéter, mais ça, c'est grosso modo ce que je travaillerais dessus là, si on me donnerait un autre 2 ans. Là. Non, t'as amené des points valides. La question de la garderie, c'est une chose, les listes d'attente. Une fois que tu as ta place, faut que tu sois capable de payer pour. Il y a un autre enjeu aussi écoute, des fois, c'est plus que le prix de la maison là, pour payer ton loyer, la garderie. Ça fait que ça complique les choses, spécialement d'un climat comme aujourd'hui où on a de plus en plus de monde qui ont des difficultés financières. Fait que c'est sûr que ça donne pas l'envie trop de peupler par bout. Puis pour ceux qui nous écoutent, je confirme qu'Alexandre est vraiment en avant de moi, puis c'est pas c'est pas une intelligence artificielle, mais Comment tu sais? non, j'ai vu cette semaine OpenAI a sorti son nouveau modèle de ChatGPT qui est t'as littéralement ton téléphone en avant de toi, t'as une conversation, ça filme ton alentour de toi, c'était capable de dire que le gars est en train de filmer une vidéo, production, haute qualité, blablabla. C'est vraiment rendu ben, épeurant, après, on dit ce qu'on veut. Puis c'est ça, le contenu, c'est ça, je le répète encore, c'est une des raisons pourquoi j'ai starté ce podcast ici, parce que j'essayais de m'informer politiquement. Là, j'étais rendu à suivre la moitié de la province sur Twitter puis sur Facebook. Puis le contenu en français, OK, il y en a, mais tu sais, là, on dirait à peu près, je sais pas, probablement plus que la moitié des députés sont pas français non plus. Ça fait que là, ça coupe sur le contenu-là, le couvrage médiatique, si on veut. Euh, ben, la politique, c'est pas ça qui apporte le plus de clics puis de vues. Ça fait que c'est pas nécessairement ça qui est couvert le plus non plus. Fait que là, on commence, le monde regarde des contenus, ton Reels, l'algorithme embarque, puis là, ça te montre juste ça, des chats, puis des cécites, puis des. Tu sais, ça arrête pas. Puis une fois que t'es rendu dans cette bulle-là, ça prend une semaine, des fois, avant d'en sortir. Puis là, t'es comme, je vois plus les vidéos là, que je voyais tout le temps, tous les jours. Ben, tu peux trouver des bonnes recettes. Oui, j'en ai assez une coupelle. Puis... Ouais, c'est ça. C'est pratique pour des choses comme ça, c'est sûr. On s'est justement acheté dernièrement un Ninja Creamy là, qui fait de la crème glacée maison. C'est à cause de TikTok. Puis écoute, c'est vraiment cool. Ça La va. crème glacée maison. Puis écoute, je reçois pas de code part de Ninja Creamy pour dire ça. Là, je peux dire. Ouais, c'est ça. Pas un sponsor, là. Il n'y a pas un code promo qui va embarquer sur l'écran. Oui, embauche-moi le vert, barre oblique, Ninja Creamy. Ouais, mettez Bourgeois le vert numéro 10, puis vous avez 10% sur l'achat. C'est ça. Euh, Ça, je voulais parler aussi un peu des candidats. Si je me trompe pas, t'as travaillé à un certain degré avec les trois, hein, avec Eric, Oui. tant qu'il était directeur de communication. Nicole était là quand t'es parti. Puis Luc,
au travers de l'organisme dans toutes les choses qui étaient impliquées dedans. Ouais, écoute, comme tu as dit, Nicole a été sur le conseil d'administration, Eric a été directeur des communications, puis Luc, écoute, avec les deux dossiers des lois sur les langues officielles, j'ai dû consulter fréquemment plusieurs personnes, puis Luc a été une de ces personnes-là qui m'a, à plusieurs reprises, là, donné de l'information fort pertinente, qui m'a aidé, là, et qui m'a allumé sur ces dossiers-là. Donc, les trois, j'ai travaillé de près, là. Puis, je suis très à l'aise à dire que c'est trois personnes très compétentes dans ce qu'ils font. Ouais, c'est ça. Je pense jusqu'à présent, tout le monde est d'accord pour dire que peu importe le candidat là, qui rentre à la présidence, la SAND va être entre de bonnes mains. Yep. Puis c'est ça, je crois que ça va vraiment jouer. Des fois, ça joue sur le candidat. On sait qu'un candidat n'est pas autant bon qu'un autre. Là, je pense que ça va vraiment jouer sur la vision que les membres veulent de la SANB. Luc a fait vraiment beaucoup sa plateforme, si on veut, j'ai dit traditionnelle dans mon entrevue avec lui, mais vraiment sur la source de la SANB, les langues officielles. Il a parlé beaucoup d'avoir un comité des langues permanentes, continuer ou amener encore ce projet-là, un comité des langues permanentes à l'Assemblée législative, puis ce que tu as mentionné tout à l'heure, avoir ou établir un mécanisme de vérification de la loi 88 au niveau de la SANB. Deux enjeux qui renforcent la fondation de la SANB, qui est justement les langues officielles ou le français en Acadie, mais aussi ces lois-là, c'est pas nécessairement juste la langue, c'est aussi pour voir que les services sont égaux. Kevin Arsenault apporte son exemple de quand il est rentré à l'Assemblée législative, il y a un comité qui n'avait pas la traduction simultanée. Mais c'est plus que ça. On a vu récemment le e-visit ou quelque chose là, que tu vois ton docteur en ligne ou ce que ça pouvait pas répondre aux demandes en français, quelque chose comme ça. Donc, on voit qu'il y a un manque, c'est pas récent, il y a un manque au niveau des services dans les deux langues, au niveau de cette égalité-là. Puis un mécanisme de vérification renforcerait la position de chien de garde de la SNB, si on veut, au niveau de la comptabilité du gouvernement. Puis le comité des langues permanentes, le comité permanent des langues officielles a un peu le même principe, mais là, littéralement au niveau de l'Assemblée législative. C'est quelque chose que toi, tu avais déjà poussé avec la SANB. Ben, avant, moi, ça a commencé avec le président Robert Mélenchon. Ouais. Donc, et puis là, voilà, si les élections font du côté que tu aimerais que ça va au mois d'octobre, on aura peut-être la chance de travailler là-dessus directement. Ben, écoute, j'ai toujours dit ça, une campagne électorale, c'est 50% des idées, 50% un pageant. Puis malheureusement, c'est peut-être 51% un pageant. Les gens veulent rarement parler de politique publique puis d'idées. C'est rarement ça qui va faire en sorte qu'ils vont voter pour une personne. À la fin de la journée, il n'y a pas de recette secrète. C'est qu'il va falloir... Mais là, je pense qu'aujourd'hui, justement, on est quoi? On est le 15 mai, si ma mémoire est bonne. Aujourd'hui, c'est la journée pour inscrire des nouveaux membres. Ça fonctionne en deux étapes. Tu ramasses des nouveaux membres. Là, tu vas recevoir la liste de membres renouvelés avec les nouveaux membres qui se sont inscrits. Puis je pense que le vote va durer une semaine. Mais les 48 premières heures que le vote va commencer, on appelle ça le get out the vote. Là. Il va falloir que quand les trois candidats sont sur le téléphone pendant 2 jours consécutifs, ils harcèlent le monde sur Facebook, par courriel pour qu'ils votent. Puis, il n'y a pas de recette secrète. c'est ça qui va faire en sorte que la personne va gagner. C'est pas le nombre de likes que tu as sur Facebook, c'est pas le nombre de likes que tu as sur Twitter, c'est pas le nombre de views que tu as sur Instagram, c'est
c'est pas ça qui va faire en sorte que tu gagnes l'élection. Si t'es capable de s'assurer que les gens qui t'appuient ou qui veulent t'appuyer vont aller voter. Et si j'avais un truc à donner aux candidats, puis c'est l'ancien sénateur Percy Butler qui me l'a mentionné. Puis ça m'a toujours resté en tête lorsque M. Butler a perdu ses élections de mémoire en 87 dans la vague de Frank McKenna. Ça se peut que je me trompe, je veux pas l'enfant mon chapeau, mais il me semble que c'est là. Il a perdu ses élections, évidemment, puis le lendemain, il a été jasé avec sa voisine de longue date. Puis, en jasant avec sa voisine, il s'est aperçu qu'elle l'avait même pas appuyé, elle n'avait pas voté pour lui. Puis, fait qu'il lui a demandé, tu sais, pourquoi tu t'as pas voté pour moi? Puis, elle a répondu, Percy, t'es le seul candidat qui est pas venu me voir. So, il faut jamais prendre pour acquis ses votes. Que ce soit des amis très très proches, des connaissances. Si tu les as pas parlé, puis tu penses qu'ils vont aller cocher le X la journée du vote, c'est pas nécessairement le cas. Les gens aiment jaser, aiment se faire entendre, aiment le contact humain. C'est que les candidats et les candidates veulent pas faire ça. Les membres vont pas leur donner le privilège de diriger l'organisation. C'est aussi simple que ça. Absolument. Puis, je crois que c'est de quoi qu'on voit de plus en plus au niveau des députés ou des candidats. D'ailleurs, en ce moment même, je crois, Susan Holt est en train de faire un AMA live pour poser des questions, n'importe quoi sur Facebook. C'est quelque chose qu'elle a commencé déjà depuis plusieurs mois. C'est pas de quoi qu'on voyait souvent, qu'on voyait des députés faire. On en voit peut-être un peu plus en plus, où elle le fait avec d'autres députés. Puis c'est une approche que, comme tu as dit, les gens aiment se faire entendre. Surtout dans des périodes difficiles, au moins avoir quelqu'un à des fois juste venter, tu sais, dire, chialer quelque chose, puis avoir l'impression que tu sais, j'y ai dit toutes sortes d'affaires, mais je pense qu'elle a compris, tu sais, ou je pense qu'il a compris. Puis je pense que tu as raison, ça joue au niveau de tout un pageant. Moi, normalement, je dis un concours de popularité, là. Ça joue à tous les niveaux, que ce soit des organisations, l'université, la FECUM, la SNB, les provinciales, fédérales. C'est drôle, je vais te conter une anecdote. Quand on m'a approché pour me présenter dans la circonscription de Moncton-Est, puis que j'étais en réflexion, on m'a dit rencontre telle personne. Si t'as cette personne-là, écoute, comme tu vas avoir ça va t'apporter comme 20-30 personnes qui vont t'appuyer supplémentaires. C'est quelqu'un qui est beaucoup reconnu et qui est respecté dans sa communauté. Et je vais rencontrer la personne. Je pense que ça a duré 2 heures. La personne a duré, sur 2 heures, a parlé 1h45 minimum, puis j'ai peut-être parlé pendant 5-10 minutes. Puis ça finit que la personne m'a dit c'est une des meilleures discussions que j'ai eues avec un candidat depuis long time. Puis là, j'étais comme j'ai absolument rien dit. Les gens ont besoin de se faire écouter. C'est ça qui est la base. Puis, faut le dire, on parle de politique, mais c'est pas juste se faire écouter, c'est se faire entendre aussi, parce que souvent une fois que, c'est ça comme tu as dit tantôt, une fois que les gens ont la soif du pouvoir, là, on dirait des fois ils oublient tout ce qu'ils ont entendu, tout ce qu'ils ont écouté. C'est sûr que c'est une différente réalité, c'est pas tout le temps facile non plus, mais des fois on dirait qu'il y a des choses qui se font manquer, soit par exprès ou non. Puis là, c'est ça. Ça joue sur le sentiment de la population. Puis vraiment même
la confiance en nos institutions est à un niveau, je sais pas, probablement les plus bas que ça l'a été en bien du temps. Oui. Ouais, ça, c'est probablement le plus gros défi que les institutions démocratiques vont affronter dans les prochaines années. Écoute, je pense justement aujourd'hui, le premier ministre de la Slovaquie s'est fait littéralement tirer dessus en public. C'est des choses qu'on ne voit pas très souvent. Tu sais, l'ancien président du Japon s'est fait tuer l'an passé. Donc, tu sais, puis écoute, en Amérique du Nord, le précédent que Donald Trump a créé est extrêmement dangereux et contagieux chez les populations partout en Amérique du Nord, y compris au Canada. Puis ça va être difficile à regagner la confiance des gens. Écoute, j'ai des amis très proches qui sont tombés dans la désinformation, que et je suis plus capable d'avoir une discussion rationnelle avec eux. Ils font plus confiance aux médias, choses de même. Tu vois, c'est quand même inquiétant. Il y en a c'est peut-être un manque d'éducation, mais de mon expérience, les gens qui sont proches de moi, qui ont tombé dans des informations, ont quand même été à l'université. Fait que ça va être un gros défi. Puis je vois beaucoup de discours publics au Québec, fédéral, au niveau de l'augmentation de la sécurité des élus. Je suis totalement d'accord. C'est pas normal qu'on ait des élus qui se promènent dans leur circonscription, puis qui se fait crier dessus à tutelle, puis qui se fait menacer de mort, tout ça, mais en même temps, si tu augmentes leur sécurité, ils deviennent de moins en moins à proximité de la population. Fait que c'est trouver la balance là-dedans, puis écoute, ça va. Personnellement, moi, ça m'inquiète beaucoup. On verra. Mais c'est être parlementaire, ça vient avec un sentiment de devoir énorme. C'est vrai que même ça, les élections aux États-Unis, c'est cette année et tout, c'est quelque chose que j'avais pas pensé à tantôt. Puis c'est sûr que au Nouveau-Brunswick ou Moncton, on n'est pas au même niveau que certaines autres places, là, spécialement aux États-Unis, mais comme tu as dit, avec la désinformation, des fois c'est même pas je crois aussi qu'il y a de la désinformation ou mésinformation, peu importe comment on veut dire ça, mais je crois qu'un des plus gros une des plus grosses raisons pourquoi il y a autant de désinformation, c'est qu'il n'y a pas assez d'informations. C'est tellement facile de trouver du juste n'importe quoi qui va dire n'importe quoi. Mais quand tu veux trouver, OK, mettons, je vois un sujet, je sais pas si ça fait du sens, je sais pas si je crois que ce que je vois. Tu veux trouver des réponses, où tu vas, comment tu fais. Tu sais, il y a rien. C'est comme qu'on parlait tantôt, là, il y a pas beaucoup de choses qui veulent couvrir de la politique civile, des choses comme ça, politique publique. Mais quand tu cherches pour l'information des politiques publiques, où est-ce qu'il faut que tu vas, ben, les seuls sites qu'il y a, c'est le gouvernement, bien souvent. Puis là, si tu traces pas ton gouvernement, ben, c'est dur d'aller trouver de l'information quelque part d'autre qui va backer justement la bonne information ou n'importe quoi d'autre. Puis là, ben, si tu fais pas confiance au gouvernement, tu fais pas confiance aux médias qui sont financés par le gouvernement. Puis après ça, tu tournes vers les autres médias. Tu sais, tout le monde est financé, toutes les organisations, tous les médias sont financés par quelqu'un. Tu sais, ça fait que les gars qui écoutent, Ouais, c'est ça. ils écoutent, ils s'abreuvent de Rebel News. Ben, Rebel News est financé par quelqu'un, mais National Post, Telegraph Journal, tu sais, c'est après un bout, je pense qu'il y a un devoir de lecture minimale. Puis, Ça, puis il y a beaucoup qui de... fallait se fier à l'intelligence des citoyens, mais je pense qu'il faut arrêter de se prendre les électeurs comme des gens dupes, puis tenter de les spinner à tour de bras, avec des spins politiques. Après, il faut être honnête avec les gens.
C'est ça, j'allais pour dire. Il y a beaucoup de distractions. Comme c'est pas des gros enjeux qui vont devenir des enjeux nationaux pour de quoi qui vraiment, oui, c'est important, mais il y a d'autres questions peut-être bien qu'on pourrait se poser, qu'on pourrait se concentrer dessus, laisser le monde qui savent qu'est-ce qui parle d'eux sur un certain sujet, s'occuper de ce sujet-là, puis passer plus de temps sur les gros enjeux comme l'environnement, notre gestion du territoire, le monde qui est sans abri de plus en plus, la crise du logement, tu sais. Il y en a en masse des enjeux, puis souvent on passe plus de temps à parler de n'importe quoi d'autre comme tu dis, se concentrer Aujourd'hui, là-dessus. avec toutes les crises qu'on vit, la seule chose que le gouvernement veut parler, c'est de pronom. C'est ça. Euh, Ah non, les districts en éducation, ou whatever, qu'est-ce que c'est, puis pronom, ouais. pronom qui importe, puis c'est la même chose au fédéral. La position officielle tente. Puis écoute, il y a beaucoup de gens qui croient que la taxe carbone est, euh, est la cause de tous les problèmes quotidiens des Canadiennes et des Canadiens au Canada. Ouais, puis c'est pas, tu sais, c'est pas pour dire que la taxe carbone n'a pas un impact. Elle a un impact. Certains disent que c'est vraiment pas beaucoup. Il y en a d'autres qui disent un peu plus, mais juste ici au Nouveau-Brunswick, on a vu la façon que la loi a été modifiée pour le prix du gaz. Après ça, je me trompe pas, le Parti libéral demande tout le temps au gouvernement quand est-ce qu'ils vont enlever la taxe sur l'électricité ou peu importe ce que c'est cette taxe-là. Il y a des solutions qui sont là qui auraient un plus gros peut-être impact ou pourraient aider le monde que la taxe carbone qui monte ton gaz de 6 cents une journée, mais après ça, il baisse de 10 le lendemain. Tu sais, comme c'est pas tangible comme Le gros solution. problème, c'est d'avoir marketé le truc comme une taxe carbone. Ils auraient pu utiliser euh, un autre site, puis pas utiliser taxe. Malheureusement, la seconde que tu utilises taxe, j'aimerais pas voir un gouvernement en place. Ça donne des munitions en masse à l'opposition officielle. Puis on a une opposition officielle au fédéral qui est qu'on aime ou qu'on n'aime pas M. Poilievre. Et au point de vue des communications, il est extrêmement fort. La pédale dans le tapis. Il peut parler sans notes pendant 40, 50 minutes, 1 heure. Puis il y a quand même un discours sensiblement cohérent. C'est un très bon orateur. Fait que, ça, c'est difficile. On le voit présentement dans les sondages, ça va être difficile à rattraper là, pour le gouvernement libéral. Mm-hmm. Il y a ça aussi, les gens aiment les slogans, puis les trucs qu'ils peuvent comprendre rapidement. Puis ils disent en politique, la seconde tu tombes au niveau de l'explication, t'es fait. La seconde t'es obligé d'expliquer ton truc, là, t'es fait. Parce que c'est trop compliqué. C'est touchy. C'est compliqué. Ouais, parce que c'est axe de taxe. C'est pas plus simple que ça. En plus, ça rime. Oui. Mais ça, c'est un slogan. C'est à la radio, let's go, axe de taxe. Ça chante tout. Pas besoin d'expliquer rien. Je pense que son slogan dans le Poilievre, c'est Let's bring it home, qui fait référence directement au logement. C'est comme. Écoute, c'est bien réfléchi, puis ça va être difficile à contre-argumenter comme rhétorique. C'est certain. Ben, sur ça, la SNB, que ce soit Luc, Eric ou Nicole qui rentrent, vont définitivement avoir du pain sur la planche avec les gouvernements, avec les enjeux, le territoire, l'indépendance financière, tout le tralala qui vient avec ça. Fait que c'est ça, Alexandre. Merci beaucoup d'avoir accepté de faire l'entrevue. Je finis. As-tu un petit mot de la fin avant qu'on forme ça? C'est drôle, habituellement, avec mes amis, quand on arrive à la fin, puis quelqu'un dit le mot de la fin, l'autre répond le mot de la fin, puis on va tous se coucher. mais
Bien honnêtement, c'était un plaisir de participer à ton podcast. J'ai toujours dit que les Acadiens, puis les francophones au Nouveau-Brunswick aimaient deux choses. Ils aimaient le hockey puis la politique. Puis j'ai toujours dit qu'il manquait de contenu politique francophone. Fait que je suis très content que tu t'es lancé dans cette aventure-là. Puis j'espère que ton nombre d'écoutes va grimper en flèche. Je pense pas que c'est moi qui va faire en sorte là, que tu vas avoir plus d'écoutes, mais je suis très confiant avec les interlocuteurs que tu as été chercher puis que tu vas aller chercher, que ça va augmenter. Ben, merci beaucoup. J'espère que ça va bien aller et tout. Puis comme que j'ai dit à Luc Desjardins, il n'y avait pas beaucoup de contenu. Moi, je voulais du contenu, il n'y avait personne qui en faisait. Puis je m'ai dit, il faut bien que quelqu'un le fasse. Ça fait on va voir à quoi ça va donner. Oui, il y a une balle pour l'équipe. Ouais, c'est ça, j'avais pas le choix. J'ai pas de sécurité encore, par exemple. Peut-être bien que ça va s'en venir, là. On sait pas, peut-être dans la guerre du drap noir, là, c'est des... Ouais, c'est ça, j'ai le même drap noir que Edward Snowden là, en Russie, quelque part. Là. Ouais, c'est ça. La next step, c'est que tu vas aller faire une entrevue avec Vladimir Poutine. Ouais. Comme, Écoute, si il veut me parler français ou avoir la traduction simultanée, ça, je suis sûr que ça montrerait les codes d'écoute assez vite. Après ça, tout le monde serait intéressé de checker pour l'Acadie. Tu sais. Oui. Moi, je fais ça pour la cause acadienne. Là, avec la guerre en Ukraine, j'ai évidemment pas beaucoup de respect pour le régime de Poutine, mais si Vladimir Poutine fait un podcast avec toi pour parler de l'Acadie, je vais l'écouter. Alright, ouais. Merci beaucoup, Alexandre, puis bonne soirée. Yes, anytime, man. Pour en savoir plus sur le podcast, suivez-nous sur Facebook, Instagram, YouTube et ex-Twitter au ABJV. On se voit au prochain épisode.